Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Marvin Girelli, je suis doctorant à l'Université de la Polynésie française, où je m'intéresse, où mes recherches portent sur la présence, excusez-moi, je mets mon téléphone sur silencieux. Donc, mes recherches portent sur la présence de la France dans le Pacifique Sud après la fin des essais nucléaires en 1996. Aujourd'hui, dans ma présentation, la question principale de ma présentation sera la suivante. La France peut-elle être considérée comme une puissance pacificatrice de l'Indo-Pacifique? Pour y répondre, je vais avoir une approche chronologique qui va porter sur l'évolution de la présence française dans l'Indo-Pacifique. Je définirai tout d'abord l'Indo-Pacifique, alors ça va être ma définition, je précise, les autres intervenants pourront en avoir une autre. Pour moi, l'Indo-Pacifique, c'est avant tout un espace maritime qui se concentre entre les océans Indien et l'océan Pacifique, avec tout le littoral qui le borde. Mais c'est également une construction géopolitique qui reflète la lutte d'influence entre la Chine et les États-Unis au début du XXIe siècle. Petite précision dans ma présentation, je parlerai davantage de la partie Pacifique que de la partie Indo, vu que mes recherches portent davantage sur la partie du Pacifique. Donc, pour ma première présentation, comme vous l'avez compris au titre, la France de l'Indo-Pacifique, un élément de stabilité, nous allons parler de la France, et pas n'importe laquelle, la France du général de Gaulle. Car, en effet, c'est avec lui et avec les essais nucléaires que la présence de la France va réellement prendre de l'ampleur au milieu du XXe siècle. À ce titre, question que je poserai dans l'introduction, c'est quoi l'Indo-Pacifique français? Pour moi, l'Indo-Pacifique français repose sur 3 points. Tout d'abord, c'est un espace maritime. Comme vous pouvez le voir sur la carte en haut, c'est un espace donc, qui inclut tous les territoires de l'outre-mer français, 7 territoires en l'occurrence, compris entre les côtes de Madagascar jusqu'au large des côtes mexicaines. Ça forme une sorte de continuité de la présence française dans la région. Ensuite, c'est un espace de souveraineté. Espace de souveraineté, en ce sens que, pour le ministère des Armées, l'Indo-Pacifique, c'est une réalité. Vous avez ce qui s'appelle des forces de souveraineté, donc des forces militaires françaises qui sont présentes sur les territoires d'outre-mer, mais également des forces de présence, qui sont des forces françaises qui sont présentes sur les territoires alliés. Et de là, je pense notamment aux bases des Émirats Arabes Unis et de Djibouti. La présence française est assez forte. Mais également, l'Indo-Pacifique, c'est un espace d'affrontement. Espace d'affrontement, on pense tout d'abord à la mer de Chine, où la Chine est en conflit avec à peu près tous ses voisins, mais également, c'est un espace où 6 des 17 territoires non autonomes reconnus par l'ONU se trouvent, dont 2, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, que vous voyez ici, se trouvent. Donc c'est aussi un espace de conflit. Et c'est dans ce contexte que la présence de la France va évoluer. Jusqu'à un passé qui n'est pas si lointain, la présence même de la France était contestée aussi bien sur ses territoires d'outre-mer que vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Et ça va d'ailleurs être l'objet de ma présentation de ce soir, avec une première partie où on va se concentrer sur un historique plutôt tendu de la présence française dans le Pacifique. Deuxième partie va se concentrer quant à elle sur la France en tant qu'acteur qui va s'engager dans l'Indo-Pacifique après les essais nucléaires. Et enfin, troisième partie, voir où est-ce que la France en est aujourd'hui, à partir de la décennie 2020. Tout d'abord, commençons par le commencement. La France est plus que contestée jusqu'en 1996, que ce soit dans son espace d'outre-mer ou vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Et je vous demanderai d'abord de vous intéresser à l'image du haut, qui est extrait d'un journal télévisé en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes là en mai 1988. Alors, les personnes que vous voyez donc de gauche à droite, possiblement Victor Tutugolo, au milieu Yemone Yemone, et tout à droite, vous avez Charles Rochetine, qui sont 3 leaders indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Cette image a été prise dans un contexte assez particulier, puisque vous avez ce qui s'appelle l'affaire de la prise d'otage d'Ouvéa, où des indépendantistes calédoniens ont pris en otage des gendarmes français. L'armée a donné l'assaut, il y a eu des morts dans les 2 camps.
Et si je vous parle de cet héritage d'instabilité politique en Nouvelle-Calédonie, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, vous allez avoir les conséquences de ce qui s'est passé à cette époque-là. Entre 2018 et 2021, entre 2018 et 2021, vous avez 3 référendums qui sont tenus en Nouvelle-Calédonie pour ou contre le rattachement à la France, pour ou contre l'indépendance, qui devait venir au terme d'un processus décolonial. Le non l'a emporté, donc actuellement la Nouvelle-Calédonie reste française, bien que le 3e référendum soit très largement contesté. Ce contexte politique tendu ne se limite pas à la Nouvelle-Calédonie. L'image que vous voyez en bas à gauche a été prise en Polynésie française, à Faa, devant l'aéroport, en septembre 1995, qui témoigne d'émeutes urbaines. Je vous ai expliqué dans l'introduction que la présence de la France est amplifiée avec la tenue d'essais nucléaires. Et bien ici, vous avez les conséquences, je dirais, sociales des essais nucléaires, avec la population polynésienne qui se révolte contre la tenue d'une ultime série d'essais nucléaires. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la rhétorique du parti indépendantiste, donc le Tavini, la rhétorique va se baser à la fois sur l'accès à l'indépendance, si on vote pour le Tavini, on vote pour l'indépendance, mais également, vous avez toujours la question des essais nucléaires, qui est un sujet très sensible en Polynésie, encore actuellement. Mais, je dirais, malheureusement, la situation ne s'arrête pas là, puisque la France, dans les années 80-90, est également en conflit avec ses partenaires internationaux. Je citerai uniquement l'image que vous voyez en bas à gauche, qui est le mémorial du Rainbow Warrior en Nouvelle-Zélande. Est-ce que quelqu'un connaît l'affaire du Rainbow Warrior ou pas? L'affaire du Rainbow Warrior, c'est un navire de Greenpeace qui devait être envoyé dans la zone d'où se tenaient les essais nucléaires à l'époque en France, qui partait de Nouvelle-Zélande et qui a été coulé, je vous le donne en mille, par la DGSE. Donc oui, le premier attentat que la Nouvelle-Zélande a connu sur son sol a été commis par la France. Et à mon sens, là vous avez toute une recette parfaite pour le scandale. Vous avez un attentat qui a été commis donc, sur le sol de Nouvelle-Zélande contre une cible, contre un navire qui voulait s'attaquer aux essais nucléaires du pays qui a commis l'attentat. Et à mon sens, cet acte-là a aussi grandement impacté la politique anti-nucléaire de la Nouvelle-Zélande que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Nous l'avons compris, la France n'a pas bonne presse dans le Pacifique dans les années 80-90. Mais une fois que les essais sont complètement terminés, les relations entre la France et ses partenaires vont se réchauffer. Jusque-là, je vous ai dressé un portrait assez dépréciatif de la France dans l'Indo-Pacifique, mais toutefois, actuellement, la France possède des avantages, je qualifierais d'indéniables, qui pour moi sont au nombre de 5 principaux. Tout d'abord, bien avoir à l'esprit que la France, dans l'Indo-Pacifique, est avec l'Australie, le seul pays au monde à regarder à la fois vers l'océan Indien et vers l'océan Pacifique. Ça va être l'image du haut. Les autres pays, Chine, États-Unis, notamment auxquels je pense, vont également regarder dans ces directions. Simplement, ce ne sont pas des forces de souveraineté qu'ils font avoir, ce sont des forces de présence. Ils vont être présents sur différents pays du monde, Djibouti notamment, je pense, mais ce ne sont pas leur territoire souverain. Ça, c'est un avantage, le territoire domaine français. Ensuite, je soulignerai le rôle actif de ces territoires dans la diplomatie régionale, dans leur implication dans la politique régionale. Je penserai notamment à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, qui sont, depuis 2016, membres de ce qu'on appelle le Forum des îles du Pacifique. Le Forum des îles du Pacifique, c'est une organisation internationale qui regroupe tous les leaders des pays du Pacifique Sud, qui discutent des différentes problématiques qui peuvent y avoir. Et donc depuis 2016, la France est représentée par le biais de ces deux territoires, le seul pays européen à être effectivement membre. Troisièmement, puisqu'on est dans un contexte universitaire, je parlerai des universités. Les chercheurs et les universités français, donc du Pacifique, mais également on peut citer celle de l'océan Indien, sont directement impliqués dans la recherche. Vous avez des
par exemple des chercheurs qui vont partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, également aux îles Samoa, et inversement, des chercheurs samoans, australiens et néo-zélandais qui vont venir sur les territoires du français en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie. Quatrième avantage, donc la diplomatie avec les visites officielles. Donc, je passerai sur la liste des différentes visites qui ne sont pas plus importantes que ça. On va m'attarder sur une qui a eu lieu en 2018 à Sydney, à Garden Island, où le président de la République, Emmanuel Macron, a profité, je dirais, de son voyage pour officiellement lancer ce qui s'appelle la stratégie Indo-Pacifique de la France. Qu'est-ce que la France va faire en Indo-Pacifique? Et c'est avec ce partenaire international qu'est l'Australie que la France a lancé cette stratégie. Et enfin, dernier point, puisqu'on parle de l'Australie, la coopération militaire. La France, c'est plus. Les militaires français dans la région, c'est environ 7000 personnels qui sont actifs dans tout l'Indo-Pacifique, qui coopèrent avec leurs partenaires australiens, japonais également, néo-zélandais, autour de questions de sécurité maritime, d'entraînement en commun et de gestion des ressources marines. Depuis donc la fin de ces essais nucléaires, la France semble revenir dans l'estime des membres de la communauté de l'Indo-Pacifique. Elle est intégrée politiquement, économiquement, diplomatiquement, militairement, tous les noms que vous voulez. Cependant, tout cela va changer par une belle matinée ensoleillée du 15 septembre 2021. Que s'est-il donc passé le 15 septembre 2021? Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie ont annoncé la formation d'un nouveau partenariat qui a été baptisé AUKUS, AUKUS, pour Australia, UK et US, pour répondre officiellement à l'impératif de garantir la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique sur le long terme. Traduction, aligner les intérêts australiens et britanniques sur ceux des États-Unis, pour faire contrepoids à la Chine qui est perçue comme montante. Dans cet accord AUKUS, il a également été décidé que les États-Unis et le Royaume-Uni allaient fournir d'une nouvelle technologie de sous-marin aux Australiens, donc doter la marine australienne de nouveaux sous-marins. Vous allez me dire jusque-là, quel rapport avec la France? Bien, le rapport, c'est que jusqu'à ce fameux 15 septembre 2021, la France et l'Australie étaient déjà engagées dans un accord pour renouveler la flotte de sous-marins australiens. Et du jour au lendemain, le contrat a été rompu. Et là, on parle d'un contrat à 90 milliards environ de dollars australiens. Comme vous pouvez l'imaginer, les réactions de Paris ont été fulgurantes. Vous avez plusieurs ministres, Affaires étrangères et Défense de l'époque, qui ont qualifié cet acte de, je cite, coup de poignard dans le dos. Le problème, c'est que l'Australie va toujours rester un partenaire crucial pour la France et pour ses intérêts dans le Pacifique Sud. Donc, d'un côté, si vous voulez, pour résumer la position de Paris vis-à-vis de cet acte de trahison, on a l'Australie, donc le fameux partenaire, qui rompt unilatéralement le contrat, mais Paris ne peut pas totalement condamner Canberra parce que c'est son principal partenaire dans la région. Partenaire que je ne rappellerai jamais assez, a rompu le contrat. J'avais noté qu'il nous a fait un coup de Trafalgar. Est-ce que vous comprenez la situation dans laquelle la France est en 2021? Et je dirais même plus, puisque là, on va parler ici de la coopération et des conséquences. La vente de ces sous-marins, ce n'est pas uniquement la vente de sous-marins. C'est vu comme Paris, comme l'aboutissement de la stratégie indo-pacifique de la France. C'est vu comme ça. Emmanuel Macron a porté le projet, donc dans son esprit, c'était vraiment la reconnaissance de cette vision française, la reconnaissance comme quoi la troisième voie française pouvait marcher, ne pas tomber dans le piège Chine ou États-Unis. Mais du jour au lendemain, je dirais que tout a été remis à plat. Pour ne pas tout de même terminer sur une note de désespoir, je dirais qu'actuellement, 2 ans plus tard, avec le recul, les choses se sont tassées. Diplomatiquement, donc la France, l'Australie et les États-Unis aussi
se sont rencontrés plusieurs fois. Vous avez eu 3 rencontres en tout entre le président Macron et le Premier ministre Albanese. Et dans ces 3 rencontres, les 2 chefs d'État, ont souhaité vraiment aller de l'avant, mettre tout ce qui s'est passé, l'affaire des sous-marins, les 90 milliards, mettre ça un peu dans le derrière soi. Également, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a fait plusieurs tournées diplomatiques, dont une dans les universités donc de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, où elle a répété le même message. Le message, c'est de dire que la France est un partenaire fiable. Elle a martelé ce message plusieurs fois. Et enfin, militairement, à l'été dernier, il y a eu un exercice militaire qui s'appelle Croix du Sud, qui a été organisé par la France en Nouvelle-Calédonie, où le contingent australien était le plus nombreux. Vous avez 240 militaires australiens qui ont participé, plus de 200 pour les États-Unis. Donc le contingent australien était le plus nombreux. Si encore une fois, que les 2 pays veulent aller de l'avant. Pour conclure, donc, je dirais que le principal atout, le principal avantage évidemment stabilisateur de la France, ça va passer par sa diplomatie et par sa connaissance du terrain avec ses territoires d'outre-mer. La France joue un rôle stabilisateur dans l'Indo-Pacifique grâce à son engagement diplomatique, à sa présence militaire et à sa coopération et à sa connaissance des problématiques du terrain. Sa position géographique et ses intérêts stratégiques en font un acteur influent, même si, pour moi, le principal obstacle pour Paris n'est pas du temps à la qualité de l'engagement, mais à la quantité des moyens qui vont être alloués. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez quelques questions, je serai ravi d'y répondre. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aurais pu zoom. Voilà. Question, donc pourquoi l'Australie a décidé de rompre le contrat des sous-marins? Alors, officiellement, parce que les sous-marins coûtaient trop cher. La France voulait donner des sous-marins conventionnels, je précise. Donc ça coûtait trop cher, c'était trop long, et de toute manière, il y a un petit peu de French bashing aussi, mais ça c'est assez secondaire. Les 2 principaux arguments, c'est trop cher et c'est trop long. Je dirais que la réponse officieuse, et là ça va être l'historien qui va parler. Il faut bien comprendre que, je vais vous remettre la carte de l'Australie sur le PowerPoint, vous allez comprendre. Alors, tac, on va prendre... Alors. Il faut bien comprendre que l'Australie, je dirais, alors c'est bordé par la mer, mais merci Captain Obvious. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le territoire australien, vous avez autant de personnes qui vivent en Australie que sur l'île de Taïwan, vous avez 25-26 millions d'habitants à peu près. Et pour défendre ce territoire, l'Australie, c'est toujours, comment dire, reposé, c'est pas le mot exact que je cherche, mais c'est à peu près l'idée, mais c'est toujours reposé sur son protecteur naval. Avant 1941-42, le protecteur naval, c'était le Royaume-Uni. Et après 41-42, le protecteur naval, ce sont les États-Unis. Et donc, alors après, parce que d'autres raisons, vous avez donc l'Australie, je dirais, parle anglais dans le sens qu'ils sont anglo-saxons, ils partagent les mêmes valeurs que les États-Unis, il y a des accords de défense, etc. L'Australie privilégiera toujours son partenaire américain sur les autres partenaires. J'en veux pour preuve que cette fameuse affaire AUKUS a été critiquée même par la Nouvelle-Zélande. Il faut bien comprendre que Australie et Nouvelle-Zélande, c'est les 2 pays frères. Les 2 seules fois où ils peuvent se disputer, c'est dans les bars ou dans les matchs de rugby. C'est tout. Et c'est pas déjà rien. Donc pour que la Nouvelle-Zélande critique l'Australie sur la tenue justement de ces fameux sous-marins AUKUS, qui sont eux des sous-marins nucléaires, propulsion nucléaire, c'est qu'il y avait une dissension. Merci Marie. Juste pas vraiment des questions, mais quelques commentaires. Donc, par rapport à l'objet même de votre présentation, un élément de stabilité, sans doute. Mais la question est, est-ce que la France a le moyen de sa stabilité? Et on n'en prend pas du tout la direction, dans la mesure où, sur un plan matériel, les territoires français dans le Pacifique connaissent des crises sociales abominables auxquelles la France n'arrive pas à répondre, pas plus qu'elle arrive à y répondre en France et diagonale.
Et, et là, il y a une conjonction entre, c'est amusant ce que vous dites par rapport à la coopération qui se joue par rapport à l'université ou la recherche. En fait, il y a une connaissance réelle du monde universitaire, pas seulement dans les deux universités du Pacifique, mais bien évidemment ici aussi. Mais cette connaissance n'est plus du tout partagée par nos dirigeants. Et plus du tout. C'est-à-dire que sous les présidences précédentes, il y a déjà eu un début de déclin du recours à la connaissance des universitaires pour expliquer la situation. Et là où tout d'un coup, c'est vraiment ça se casse complètement la figure. Le plus bel exemple est le refus de reporter le référendum de la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où là, les gens éclairés disaient non, attendez, ne faites pas ça. Bon. Et c'est vraiment par méconnaissance, même dans les pires moments de la crise calédonienne, il y avait une connaissance précise des enjeux de ce qui se passait, et même avec des divisions profondes entre quelles solutions apporter. Mais là, on est complètement hors sol. Le point le plus délirant sans doute, c'est que le président Macron va en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour dire on va vous sauver votre forêt tropicale. Oui, c'est exactement ça. À sauver nos hôpitaux ici, on ne va pas sauver les forêts tropicales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous et j'irai même dans votre sens. Alors, à la base, je devais justement conclure avec ça, mais vu le temps, j'ai préféré un peu raccourcir. Juste quelques éléments. Vous avez justement, à la suite de l'affaire des sous-marins, une commission du Sénat, je crois, qui a été demandée, qui a rendu un rapport en janvier 2022, décembre 2022 à peu près, où justement, c'est exactement ce qu'il dit. C'est que, ok, on a le terrain, il y a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas les moyens. Je veux dire, si demain, un pays étranger décide de vraiment y aller à fond, en s'en prenant par exemple à la Polynésie, ou une Z2 de Polynésie, ok, on peut envoyer 3 rafales de Paris, super. Donc, il y a un manque clair de moyens, je suis entièrement d'accord. Ensuite, au niveau justement de la méconnaissance du terrain, je vous renverrai au mot du Premier ministre français actuel. Lors de son dernier déplacement en Nouvelle-Calédonie, pas celui pas l'actuel, juste le déplacement encore précédent, c'était devant la Chambre de commerce et d'industrie, je crois, de Nouméa. Il avait expliqué clairement que oui, pour répondre à la crise énergétique en Nouvelle-Calédonie, on va installer des EPR, des petits centrales nucléaires. Je précise un élément, et M. Tabelli, vous ne me contrerez pas là-dessus. Lorsque vous êtes dans le Pacifique Sud, ne mettez jamais les mots nucléaire et France à côté. Ça réveille de trop mauvais souvenirs. Et donc là, vous avez le Premier ministre qui vous expliquait calmement, on va mettre des EPR pour régler le problème énergétique. Voilà. En France, c'est pas très bien, ça n'a pas beaucoup été couvert, à part je crois que Mme Morette Gaillard avait fait une publication là-dessus, je ne sais plus exactement, il faudrait que je reprenne ça. Par contre, en Nouvelle-Zélande, ça a été repris, hein, clairement. Il y a 2-3 publications en Nouvelle-Zélande qui ont été reprises là-dessus. Oui, merci pour votre intervention. Monsieur Dolos. Est-ce que d'autres contraintes militaires ou autres ont été prévues justement pour essayer, par l'Australie, pour essayer de compenser un peu ce coup de poignard? Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, des contrats militaires avec l'Australie, alors, justement, avec l'Australie, j'ai pas connaissance. Par contre, je sais que la France est très engagée avec l'Indonésie pour justement des réseaux sous-marins à revérifier. J'ai un petit peu c'est avec l'Indonésie, mais également avec la Nouvelle-Zélande, où vous avez la maintenance d'hélicoptères qui se font. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. La France, militairement et économiquement, va rebondir. C'est pas du tout un problème pour elle. Mais avec l'Australie précisément? Avec l'Australie précisément, non. Pour moi, là, c'est mon interprétation, je précise. Hein. L'Australie est trop alliée, dans tous les sens du terme, avec les États-Unis pour pouvoir. C'est un peu exactement le cas inverse de l'Inde, qui cherche un peu à diversifier ses sources d'approvisionnement. L'Australie, donc, c'est matériel US. Il y a un petit peu de production locale aussi, mais surtout du matériel US, clairement. Donc, avec l'Australie, c'est un peu un marché fermé. Oui, d'autres questions? Vous avez parlé des 3 référendums pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. À quel point est-ce que l'indépendance nouvelle-calédonienne est crédible? Est-ce qu'ils ont des infrastructures? Est-ce qu'ils ont
des moyens qui leur permettraient possiblement d'atteindre l'indépendance Alors là, c'est une question très très sensible, je précise. Comment répondre à ça? Est-ce qu'ils ont les moyens, les infrastructures? À l'heure actuelle, non. Clairement non. Parce que pour moi, et encore une fois, celle-là, c'est mon interprétation, je précise, si vous demandez au leader du PALICA ou du FNKS, vous aurez une réponse différente. Moi, je dirais que si vous voulez construire un pays, une nation, la seule chose qui compte vraiment, c'est l'industrie. Il y a une industrie en Nouvelle-Calédonie avec l'industrie du nickel, vous êtes un petit peu aussi, si on veut aller sur ce terrain-là, de l'agriculture, mais pour moi, ça ne sera pas assez suffisant pour que la Nouvelle-Calédonie, en l'état actuel des choses, je précise, soit réellement indépendante et surtout soit prospère. Et encore une fois, c'est mon interprétation personnelle, je précise.